Salut tout le monde. Vous savez qu'à travers le monde, il existe une poignée de villes dessinées avec une précision mathématique. Des forteresses en forme d'étoiles, des grilles impeccables et des motifs radiaux si exacts qu'ils semblent appartenir à un autre monde. Voici 15 villes construites dans des formes géométriques étonnantes. Numéro 15, le jardin utopique du Danemark. À la périphérie de Copenhague, au Danemark se trouve Brombo-Evebo, communément appelée la ville-jardin, que je vais appeler ainsi maintenant, car cette prononciation est vraiment difficile. C'est l'une des communautés planifiées les plus reconnaissables d'Europe grâce à son agencement. Elle a été construite dans les années 1960. Le projet a été conçu pour fournir aux résidents des logements abordables combinés à des jardins privés reflétant l'accent mis par le Danemark sur la vie communautaire. Les parcelles circulaires sont disposées comme des rayons sur une roue, chaque cercle étant divisé en lots en forme de tarte où les résidents construisent de petites maisons de jardin. Au centre de chaque cercle se trouve une aire gazonnée partagée, créant un équilibre entre l'intimité et l'espace commun. Le concept derrière la ville-jardin découle de la tradition danoise des allotissements de jardins qui remonte à la fin du XIXe siècle. L'industrialisation a amené un grand nombre de travailleurs à Copenhague, créant ainsi le besoin d'espaces extérieurs où les familles pouvaient cultiver sans de la nourriture et échapper à la ville surpeuplée. Au milieu du XXe siècle, les urbanistes danois expérimentaient avec des conceptions plus structurées qui incorporaient ces idéaux d'allotissement. La ville-jardin faisait partie des expériences les plus ambitieuses, utilisant un design géométrique pour maximiser l'efficacité. Chacun de ces jardins circulaires compte environ 24 à 26 parcelles, chacune d'environ 400 mètres carrés. Cette division uniforme garantit l'équité dans l'allocation de l'espace et maintient une apparence cohésive. Les petites maisons construites sur les parcelles sont saisonnières, destinées principalement à être utilisées entre le printemps et l'automne plutôt que comme résidence permanente. Mais vue d'en haut, la ville-jardin est assez saisissante. Le cercle se distingue nettement de l'environnement suburbain autrement rectangulaire et l'uniformité de l'agencement est si distinctive qu'elle est devenue un sujet fréquent de la photographie satellite. On pense souvent à tort qu'il s'agit d'un nouveau concept utopique, mais les racines du design reposent fermement dans les traditions plus anciennes du Danemark. Au fil des décennies, elle est restée remarquablement constante dans son apparence. Bien que les maisons elles-mêmes varient en style et en décoration, la structure a été préservée par des réglementations municipales. La ville-jardin démontre comment la planification géométrique peut servir un but pratique tout en produisant une harmonie visuelle frappante. Loin d'être une expérience purement esthétique, le design reflète une compréhension profonde de la culture danoise, de l'accès à la nature, de la distribution équitable des terres et d'un fort sens de la communauté. Cette forme circulaire continue d'inspirer des discussions sur la manière dont la planification urbaine à petite échelle peut prioriser les besoins humains tout en créant des paysages mémorables. Numéro 14, Palma Nova. Palma Nova est située dans le nord-est de l'Italie. C'est l'un des exemples les plus célèbres d'une ville parfaitement géométrique. Elle a été construite en 1593 par la République de Venise. Cette ville a été conçue comme une forteresse en forme d'étoile à 9 pointes reflétant les principes militaires de la Renaissance. Son agencement illustre l'idée d'un fort étoilé ou d'un design qui allie beauté, symétrie et fonctionnalité défensive. Le gouvernement vénitien l'a conçu pendant une période de tension militaire accrue avec l'Empire ottoman. L'emplacement a été stratégiquement choisi près de la frontière orientale de Venise. En construisant ici un établissement fortifié, à partir de zéro, les Vénitiens visaient à créer un bastion défensif et une communauté modèle. Le plan a été supervisé par des architectes militaires qui ont appliqué les dernières théories de la géométrie et de la balistique pour assurer la défense. Les murs en forme d'étoile sont formés par 9 bastions, reliés par des murs de rideaux et entourés d'un fossé. Ce design radial permettait aux défenseurs de couvrir toutes les approches, avec des champs de tir superposés, éliminant ainsi les angles morts que les anciens murs médiévaux avaient souvent. Mais au-delà de la fonction militaire, la forme géométrique servait un but symbolique. Elle reflétait la fascination de la Renaissance pour les formes parfaites et la croyance que l'architecture harmonieuse pouvait inspirer la vertu civique parmi son peuple. À l'intérieur des murs, les rues de la ville rayonnent à partir d'une piazza hexagonale centrale. L'agencement garantit que tous les principaux axes de circulation convergent sur cette place. L'uniformité du plan de rue
3 cercles concentriques divisés par des avenues radiales permettaient un mouvement efficace des troupes, tout en créant un motif visuel lorsqu'il était vu d'en haut. Malgré l'élégance du design, Palma Nova a initialement eu du mal à attirer les gens. Le gouvernement vénitien a offert des incitations, y compris des exonérations fiscales et des concessions de terres, mais de nombreux paysans étaient réticents à emménager dans ce qui était essentiellement un avant-poste militaire. Au fil du temps, cependant, la ville a grandi et son rôle stratégique a persisté à travers des conflits, y compris les guerres napoléoniennes et le contrôle de la région par l'Empire autrichien. Mais aujourd'hui, Palma Nova est reconnu comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et comme faisant partie des œuvres de défense vénitiennes. Les murs, les portes et la piazza centrale de la ville ont été soigneusement entretenus. Le développement moderne a largement respecté le plan original. Vue d'en haut, elle reste remarquablement géométrique, une étoile à 9 pointes, entourée d'un fossé avec des rues parfaitement droites rayonnant du centre. Bien qu'elle ait été initialement construite pour la guerre, son design aujourd'hui sert de rappel de la manière dont les penseurs de la Renaissance cherchaient à fusionner science, art et nécessité pratique en une seule vision. Numéro 13, en Ardennes, situé à environ 30 km à l'est d'Amsterdam. Naarden est l'un des exemples les mieux préservés d'une ville fortifiée en forme d'étoile en Europe. Établie à la fin du Moyen Âge, Naarden a acquis sa forme géométrique distinctive au XVIIe siècle lorsqu'elle a été reconstruite dans le cadre du réseau défensif de la République néerlandaise contre l'Espagne et plus tard les forces françaises. L'agencement et les défenses aquatiques montrent la maîtrise néerlandaise du design de fortification pendant la guerre de 80 ans et les conflits ultérieurs. La fortification forme une étoile à 6 branches entourée d'un double anneau de canaux et de remparts en terre. Chaque point de l'étoile abrite un bastion et les espaces entre eux sont remplis d'eau, créant un système de fossés qui pouvait être inondé pendant les sièges. L'utilisation de cette eau comme outil défensif était une caractéristique de l'ingénierie militaire néerlandaise qui tirait parti du terrain plat et bas du pays. Le résultat était une forteresse redoutable qui combinait précision géométrique et défense pratique. L'agencement interne est tout aussi méthodique. Les rues rayonnent vers l'extérieur à partir d'une place du marché central, avec des cercles concentriques supplémentaires, fournissant une circulation efficace et un accès facile aux positions défensives. Ce plan radial minimisait toute confusion lors d'une attaque et permettait de déployer rapidement les soldats là où c'était nécessaire. Les portes de la ville, comme la porte d'Utrecht et la porte d'Amsterdam, étaient soigneusement alignées avec les axes principaux soulignant l'ordre et la symétrie. Historiquement, Naarden a joué un rôle dans la protection des approches d'Amsterdam et des provinces environnantes. Elle a connu plusieurs occupations et batailles, notamment pendant la guerre franco-néerlandaise dans les années 1670, et plus tard sous contrôle napoléonien. Mais malgré son importance militaire, elle s'est également développée en une ville marchande prospère, connue pour sa production textile et son commerce. Au XIXe siècle, les avancées en artillerie ont rendu les forts en étoile, comme celui-ci obsolète, mais les fortifications sont restées largement intactes. Contrairement à de nombreuses forteresses similaires qui ont été démolies pour faire place à l'expansion, celle-ci a préservé ses murs et ses canaux, qui sont désormais protégés dans le cadre du réseau du patrimoine néerlandais. Vue d'en haut, la géométrie est frappante. Les points entrelacés de l'étoile entourés d'eau bleue et de remblais verts se détachent sur le paysage. La précision de ce design réalisé des siècles avant les outils de topographie moderne continue d'impressionner les architectes. Naarden est également devenue une destination touristique populaire pour les passionnés d'histoire, en particulier ceux intéressés par l'architecture militaire et l'évolution des stratégies défensives dans l'Europe moderne. Numéro 12. Brasilia. Brasilia, la capitale du Brésil, est l'un des exemples les plus ambitieux de design urbain planifié du XXe siècle. Contrairement aux anciennes villes fortifiées, Brasilia a été conçue non pas pour la défense, mais comme un symbole d'unité nationale. Construite entre 1956 et 1960 sous la direction du président Kubitschek, la ville a été conçue par le planificateur urbain Lúcio Costa et l'architecte Oscar Niemeyer. L'agencement forme une croix ou une forme d'avion lorsqu'on la regarde d'en haut, reflétant un principe de planification géométrique. La décision de construire Brasilia est née d'un désir de développer l'intérieur du Brésil et de réduire la concentration du pouvoir politique dans des villes côtières, comme Rio de Janeiro. Le plan prévoyait une ville complètement nouvelle, construite sur un plateau vide,
permettant à Costa et Niemeyer d'imposer une vision moderniste sans les contraintes des infrastructures existantes. Le design mettait l'accent sur l'ordre, la symétrie et l'échelle monumentale, en accord avec les idéaux contemporains de fonctionnalité et de progrès. Le plan global de Brasilia ressemble à un avion avec le fuselage représentant un axe monumental, l'avenue centrale bordée de bâtiments gouvernementaux, y compris le Congrès national, le palais présidentiel et la Cour suprême. Les ailes abritent les blocs résidentiels de la ville, chacun conçu pour être autonome avec des écoles, des magasins et des parcs, et la ville était divisée en zones clairement définies pour le logement, le commerce et l'administration reliées par de larges routes conçues pour le trafic. Les partisans célèbrent la vision audacieuse et sa cohérence, tandis que les critiques soutiennent que son zonage rigide et son accent sur les déplacements en voiture créent des défis pour les piétons et les interactions sociales. Mais malgré les débats, l'influence sur la planification urbaine est indéniable. En 1987, l'UNESCO a désigné la ville comme site du patrimoine mondial, la reconnaissant comme un chef-d'œuvre de l'architecture moderniste et de la planification urbaine. Vues d'en haut, les courbes fluides des ailes résidentielles contrastent avec les lignes droites de l'axe monumental, formant une composition équilibrée mais dynamique. Les monuments clés comme la cathédrale de Niemeyer avec sa structure hyperbolique et les tours jumelles du Congrès national renforcent aussi le caractère futuriste de la ville. Bien qu'elle continue de faire face à des défis urbains, notamment la congestion routière et l'inégalité du logement, elle reste l'une des expériences les plus significatives en matière de construction de villes au XXe siècle. Sa géométrie délibérée la distingue de la plupart des autres capitales en faisant un exemple vivant de la manière dont les idéaux modernistes ont été traduits en formes urbaines à plus grande échelle. Numéro 11. La Plata. La Plata, la capitale de la province de Buenos Aires en Argentine, est l'un des exemples les plus notables de villes planifiées parfaitement géométriques en Amérique du Sud. Elle a été fondée en 1882 spécifiquement pour servir de capitale provinciale après que la ville de Buenos Aires ait été fédéralisée. Le plan urbain a été conçu par l'architecte argentin Pedro Benoit, qui a appliqué des principes géométriques et symétriques précis, créant un agencement qui se distingue encore aujourd'hui lorsqu'on le regarde d'en haut. Le design de la ville est basé sur une grille carrée superposée à deux diagonales qui se croisent à une place centrale, la Plaza Moreno. Cet agencement divise la Plata en 4 cadrans, chacun desservi par un réseau de petites places et de parcs espacés à intervalles réguliers. L'utilisation de diagonales visait à raccourcir les distances de voyage à travers la ville et à fournir des repères visuels pour l'orientation. Tous les 6 blocs environ les planificateurs ont inclus des espaces verts, garantissant que les résidents soient toujours à distance de marche d'un parc public. C'était une caractéristique novatrice pour son époque. L'alignement strict des grandes avenues et des diagonales garantit que les principaux bâtiments gouvernementaux, les institutions culturelles et les espaces publics occuperont des positions proéminentes dans le cadre. L'effet global est fonctionnel et visuellement frappant. Il allie planification rationnelle et architecture monumentale. La construction de la Plata a coïncidé avec la croissance économique rapide de l'Argentine à la fin du XIXe siècle, alimentée par les exportations agricoles. La ville était censée symboliser la modernisation et le progrès, et son agencement reflète l'optimisme de cette période. L'éclairage public électrique a été installé peu après sa fondation, faisant de La Plata l'une des premières villes d'Amérique latine, et même du monde à adopter cette technologie à l'échelle de la ville. La structure géométrique de la ville a perduré avec peu de modifications, même si la population de la ville a augmenté. La grille et les diagonales restent lisibles et de nombreux parcs et places d'origine sont encore utilisés. Vu du ciel, le design est indiscutable. Un carré parfait est ponctué par des avenues diagonales qui rayonnent vers les coins et convergent sur la place centrale. La symétrie est pratique et symbolique. Elle représente une vision de l'ordre à une époque d'expansion urbaine rapide. Aujourd'hui, la ville n'est pas seulement un centre administratif, mais aussi un pôle universitaire abritant l'université de La Plata qui a produit de nombreux lauréats du prix Nobel. Numéro 10. Chandigarh. Chandigarh est un exemple rare d'une ville du milieu du XXe siècle, entièrement construite de zéro et guidée par une vision cohérente unique. Conçue après la partition de l'Inde en 1947, la ville a été planifiée pour servir de nouvelle capitale aux États indiens du Pendjab et de l'Haryana.
Le design a été confié à l'architecte suisse-français, Le Corbusier, qui a appliqué des principes modernistes et une organisation stricte pour créer ce qui est largement considéré comme l'une des villes planifiées les plus importantes de l'ère moderne. Le plan directeur de Chandigarh est basé sur un système de grilles ressemblant à un corps humain avec différentes zones servant à des fonctions distinctes. La tête de la ville contient le complexe du Capitole qui abrite la haute cour, le secrétariat et l'assemblée législative, tandis que le cœur se compose du centre commercial de la ville. Les membres représentent les zones résidentielles et industrielles. Cette analogie anthropomorphique a guidé l'agencement tout en assurant la séparation des fonctions et un flux de trafic efficace. Les zones résidentielles de Chandigarh sont divisées en secteurs autonomes, chacun mesurant environ 800 par 1200 mètres. Elles sont bordées de routes principales contenant des écoles, des parcs et des magasins, et cette planification permet aux résidents d'accéder aux nécessités quotidiennes à distance de marche tout en minimisant le trafic de transit dans les zones résidentielles. Des bâtiments comme la Haute Cour et l'Assemblée législative sont célébrés pour leur qualité et leur utilisation innovante du béton brut, influençant les tendances architecturales dans le monde entier. Le complexe du Capitole est désormais un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est reconnu pour son importance dans l'histoire de l'architecture moderniste. Mais la clarté géométrique de Chandigarh se manifeste vraiment dans les routes décrites comme des 7V allant des autoroutes rapides V1 aux chemins piétonniers, V7. Ce système assure une circulation efficace des personnes et des véhicules tout en préservant le calme dans les quartiers. Vu d'un point de vue aérien, l'agencement est frappant par sa régularité. Les secteurs forment une grille parfaite avec des motifs de croissance organique des anciennes villes indiennes. Cette structure planifiée a permis à Chandigarh d'accommoder la croissance de la population sans perdre sa cohérence fonctionnelle. Bien que certains critiques soutiennent que l'échelle de la ville peut sembler impersonnelle, elle reste une réalisation marquante dans la planification du XXe siècle et un modèle pour le développement urbain post-colonial. Numéro 9. Canberra. Canberra, la capitale de l'Australie, est l'un des exemples les plus reconnus d'une ville planifiée, construite avec des principes de design stricts. Elle a été conçue au début du XXe siècle. Canberra a été choisie comme un emplacement de compromis entre Sydney et Melbourne et était censé symboliser l'unité nationale. Le concours de design pour la ville a été remporté en 1912 par les architectes américains Walter Burley Griffin et Marion Mahoney Griffin, dont la vision mettait l'accent sur la symétrie, les axes radiaux et l'intégration avec le paysage naturel. Le plan de la ville est structuré autour de 3 grands axes, formant un triangle, le triangle parlementaire. Ce cadre central relie les principaux bâtiments gouvernementaux, la maison du Parlement, le quartier général de la Défense et la colline de la ville. Et l'agencement utilise des avenues rayonnantes et des cercles concentriques qui sont alignés avec des caractéristiques topographiques significatives comme le lac Burley-Griffin et les collines environnantes, y compris le mont Annesley. Les Griffins se sont inspirés du mouvement City Beautiful qui promouvait l'architecture monumentale, les larges boulevards et l'intégration harmonieuse avec la nature. L'une des caractéristiques définissantes de Canberra est l'utilisation de cercles et d'hexagones. Les routes sont disposées selon un motif radial et en grille et se croisent à de grands ronds-points, créant un motif visuellement distinctif. L'agencement soutient le flux de trafic en réduisant la congestion à ces intersections, ce qui était un design novateur pour cette époque. Et au cœur de la ville, le lac Burley-Griffin sert de point central pittoresque et de réservoir de contrôle des inondations, démontrant l'engagement des planificateurs envers la fonctionnalité. La construction de Canberra a commencé en 1913, mais les progrès ont été assez lents en raison de la Première Guerre mondiale, de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale. La croissance a accéléré après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les années 50 lorsque le Parlement a déménagé de Melbourne à Canberra. Tout au long de son développement, des efforts ont été faits pour maintenir la vision originale, même si des expansions d'infrastructures modernes ont été ajoutées. Aujourd'hui, Canberra reste un mélange unique de géométrie planifiée et de beauté naturelle. La ville se caractérise par ses larges boulevards, ses vastes espaces verts et ses hauteurs de bâtiments délibérément basses qui préservent les vues parsemées sur les collines et le paysage environnant.
Bien que sa population soit modeste par rapport à d'autres capitales australiennes, Canberra abrite les principales institutions politiques et culturelles de la nation, y compris le mémorial de guerre australien, la Galerie nationale et la Haute Cour. Vu d'en haut, le triangle parlementaire central se distingue. Il est encadré par le lac et relié à la ville plus large par des avenues rayonnantes. Le design continue d'influencer les discussions sur la planification urbaine, en particulier autour de la manière dont les capitales planifiées peuvent équilibrer des objectifs symboliques, fonctionnels et environnementaux. Numéro 8. Jaipur. Jaipur, fondée en 1727 par le Maharaja Sawai Jai Singh II, est l'une des premières villes planifiées en Inde et un exemple de design urbain géométrique enraciné dans des principes indiens traditionnels. Située dans la région du Rajasthan, Jaipur a été conçue comme la nouvelle capitale de l'État princier, remplaçant le fort de Colline d'Ambert. L'agencement de la ville présente un plan de grille strict basé sur le Vastu Shastra, l'ancien système indien d'architecture et de planification. Le plan divise Jaipur en 9 secteurs rectangulaires symbolisant les 9 divisions de l'univers cosmologique hindou. Les rues se croisent à angle droit, formant un motif de grille, avec des avenues et des blocs uniformes. L'axe central mène au palais de la ville, qui servait de résidence royale, tandis que d'autres monuments majeurs, y compris le Hawa Mahal, le palais des vents, et l'observatoire Jantar, Mantar, sont stratégiquement alignés dans la grille. Cet agencement assure fonctionnalité et signification symbolique, reflétant le double rôle de Jaipur en tant que capitale pratique et centre spirituel. L'une des caractéristiques les plus distinctives est les murs fortifiés massifs qui entourent la ville dans une forme à peu près rectangulaire avec 7 portes d'accès. Les murs combinés à l'agencement en grille offrent à la fois défense et ordre pendant une période de conflit fréquent. À l'intérieur des murs, les marchés et les zones résidentielles ont été soigneusement planifiés pour accueillir différents métiers et communautés, chaque secteur étant attribué à une rue ou une place spécifique pour faciliter le commerce et l'organisation sociale. Jaipur est célèbre pour être la ville rose, un surnom qu'elle a gagné lorsque ses bâtiments ont été peints en rose terracotta en 1876 pour accueillir le prince de Galles. Ce schéma de couleurs uniforme renforce la cohérence de la ville, surtout lorsqu'elle est vue d'en haut où la grille de rues et de places roses est facilement discernable. La planification de la ville était assez avancée pour son époque. Les rues étaient exceptionnellement larges pour accueillir des processions et des marchés. Des systèmes de drainage ont été intégrés dans le design et des places publiques étaient espacées de manière uniforme. En 2019, le centre historique de Jaipur a été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnu pour son exemple exceptionnel d'une ville planifiée du XVIIIe siècle qui fusionne l'architecture indienne avec une planification urbaine innovante. Vue d'en haut, sa grille régulière et ses murs fermés sont immédiatement visibles, marquant sa distinction parmi les anciennes villes indiennes qui se sont développées de manière organique. Numéro 7. La Valette. La Valette est la capitale de Malte. C'est l'une des villes fortifiées, encore les plus méticuleusement planifiées fin du XVIe siècle. Elle a été construite par l'ordre de Saint-Jean après le grand siège de Malte en 1565. La ville en fait a été conçue pour être à la fois défendable et fonctionnelle, utilisant un agencement en grille combiné avec des techniques de fortification de l'époque, contrairement à de nombreuses anciennes villes européennes qui ont évolué de manière organique. Celle-ci a été construite presque entièrement de nouveau. Le plan de la Valette a été conçu par Francesco Laparelli, un ingénieur militaire italien envoyé par le pape Pie V. Leur design a appliqué les principes de la Renaissance d'ordre et de symétrie avec des rues droites disposées dans une grille précise. Ce plan structuré permettait aux défenseurs de déplacer rapidement des troupes lors d'une attaque, une considération clé étant donné la position stratégique de Malte entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Les fortifications de la ville sont assez notables. D'énormes bastions et murs de rideaux encerclent la ville, renforcés par de profonds fossés et des ouvrages avancés. Ces défenses ont été conçues pour résister aux bombardements d'artillerie, montrant les dernières avancées en architecture militaire à l'époque. La position sur une péninsule étroite signifiait que l'eau servait de barrière naturelle sur 3 côtés, ne laissant qu'une étroite approche terrestre à fortifier lourdement. Et au-delà des aspects militaires, l'agencement en grille avait des avantages pratiques pour la vie civile.
Les rues droites favorisaient la circulation de l'air fournissant un refroidissement naturel pendant les étés chauds, et la ville a été construite assez rapidement avec des matériaux de construction extraits de la péninsule elle-même, et achevée selon des normes élevées, y compris des églises, des palais et des logements pour les chevaliers. Des espaces publics clés comme la rue de la République et la rue des Marchands ont été planifiés dès le départ pour servir de centres commerciaux, tandis que la cathédrale Saint-Jean centrale est devenue un monument religieux. Au fil des siècles, le design est resté largement inchangé. La grille compacte facilite la navigation et le périmètre fortifié est encore intact. En 1980, elle a été déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO pour son importance historique. Mais vue d'en haut, la grille rectangulaire et les murs environnants sont frappamment clairs. Les lignes nettes des bastions et les rues droites se détachent sur les ports environnants. Cette combinaison d'ingénierie militaire et de planification civique illustre comment les idéaux de la Renaissance pouvaient être adaptés aux besoins stratégiques produisant une ville qui reste fonctionnelle et captivante des siècles plus tard. Numéro 6. Karlsruhe. Karlsruhe, situé dans le sud-ouest de l'Allemagne, est connu pour son agencement radial distinctif qui ressemblait aux rayons d'un ventilateur ou à une explosion de soleil lorsqu'on la regarde d'en haut. Fondée en 1715, elle a été conçue comme une nouvelle ville résidentielle construite autour du palais du margrave. Le nom de la ville se traduit par « le repos de Charles », reflétant le désir du souverain d'un retrait urbain planifié qui allie confort et ordre. Le point central est le palais de style baroque de Karlsruhe, à partir duquel 32 avenues rayonnent comme les rayons d'une roue. Ce motif radial divise la ville en segments espacés uniformément avec les jardins du palais et les bois environnants formant un arrière-plan naturel. Le design permettait aux résidents du margrave de dominer visuellement le paysage et avec toutes les routes convergeant vers la tour du palais, c'était une déclaration délibérée d'autorité absolue. Contrairement à de nombreuses villes européennes qui ont grandi de manière organique au fil des siècles, le plan de Karlsruhe a été tracé ici dans une vision unique. Les rues radiales sont croisées par des avenues concentriques, créant un bloc triangulaire et en forme d'éventail qui reste remarquablement cohérent aujourd'hui. Cet agencement a valu à Karlsruhe le surnom de ville-éventail ou Fachterstadt et il la rend facilement identifiable d'en haut. Ce plan en éventail a également influencé les conceptions de villes ultérieures. Lorsque Pierre l'Enfant a esquissé son plan pour Washington D.C., il a cité Karlsruhe comme source d'inspiration, adaptant ses principes radiaux à la capitale américaine. Au fil des siècles, elle s'est étendue au-delà de son agencement en éventail original, mais les noyaux historiques sont restés largement intacts. Le palais et ses avenues radiales continuent de servir de centre culturel abritant des musées et des bureaux gouvernementaux. Vu d'en haut, il est indiscutable. C'est un éventail parfait rayonnant d'un point central. Cette géométrie distinctive définit l'identité de la ville et démontre comment les principes de planification baroque ont créé des formes urbaines qui restent fonctionnelles et visuellement frappantes des siècles plus tard. Numéro 5. Belo Horizonte. Belo Horizonte. La capitale de Minas Gerais dans le sud-est du Brésil est l'un des premiers exemples d'une ville moderne planifiée en Amérique latine, et elle est remarquable pour son design. Conçue dans les années 1890 pour remplacer Ouro Preto en tant que capitale de l'État Belo Horizonte, a été envisagée comme un symbole de modernisation et de progrès pendant la Première République du Brésil. Le plan combinait une grille rigide de rues orthogonales, avec des avenues diagonales formant un motif distinctif qui reste reconnaissable d'en haut. Le plan central est basé sur une grille rectangulaire orientée grossièrement nord-sud, superposée à de larges boulevards diagonaux qui rayonnent d'une place centrale. Cela crée une série de blocs triangulaires et de formes irrégulières, similaires en concept à Washington D.C., mais adaptés au terrain vallonné de la région. Le plan incorporait des principes de zonage clairs avec des zones séparées, conçues pour les bâtiments gouvernementaux, l'activité commerciale et les quartiers résidentiels. Le noyau civique était centré autour de la Praça de la Verdade, où les bâtiments administratifs du gouvernement de l'État ont été construits dans un style architectural uniforme. Ce noyau, les avenues diagonales, permettaient un mouvement efficace et de grandes perspectives, tandis que la grille garantissait une navigation simple. Contrairement à de nombreuses villes de l'époque, les planificateurs ont accordé une grande importance à l'assainissement et à l'infrastructure.
Le design comprenait des égouts modernes, des rues femmes plus larges pour améliorer la ventilation et des parcs publics répartis dans toute la ville. Mais malheureusement, sa croissance a rapidement dépassé son plan original. Ce district central, soigneusement agencé, est devenu entouré de banlieues non planifiées. Le noyau géométrique reste intact et continue de définir l'identité de la ville, mais aujourd'hui, le centre historique est connu pour ses monuments, tandis que les avenues radiales continuent de servir d'importantes artères de circulation. Vu d'en haut, vous pouvez voir la combinaison unique de la grille et de la diagonale qui est assez frappante, notamment lorsqu'elle est contrastée avec l'urbanisme irrégulier qui l'entoure. Le noyau de Belo Horizonte reste l'un des exemples les plus distinctifs d'urbanisme planifié de la fin du XIXe siècle en Amérique du Sud, qui relie les idéaux de planification européens à la culture brésilienne. Numéro 4. Letchworth Garden City. Letchworth Garden City est située à environ 55 km au nord de Londres. LSA est largement reconnue comme le premier exemple du mouvement de la ville-jardin. Conçue par le réformateur social Ebenezer Howard à la fin du XIXe siècle, elle a été planifiée en réponse à la surpopulation et aux mauvaises conditions de vie dans les villes industrielles. Bien moins rigide géométriquement que certaines villes fortifiées, le design de Letchworth présente un motif radial clair et un agencement concentrique qui intègre logements, ceintures vertes et espaces civiques. Au cœur du design se trouvent les Broadway Gardens, un grand citron, un large boulevard central qui mène directement aux bâtiments civiques de la ville, y compris la mairie et la bibliothèque. Entourant ce noyau se trouvent les quartiers résidentiels, disposés en un motif semi-circulaire avec des espaces verts généreux et des rues bordées d'arbres offrant une certaine harmonie et un tampon contre l'étalement urbain. La vision de Howard pour Letchworth était ancrée dans un équilibre entre ville et campagne. Il croyait que la combinaison des opportunités économiques et culturelles de la ville avec la santé et la beauté de la vie rurale créerait de meilleures conditions de vie. Pour atteindre cet objectif, le plan intégrait des terres agricoles et des ceintures vertes autour du périmètre de la ville, garantissant que la croissance reste contenue. Cette approche différait nettement de l'expansion non planifiée de nombreuses villes industrielles en Grande-Bretagne à l'époque. La construction a commencé en 1903, financée par un modèle coopératif dans lequel les terres étaient détenues en fiducie pour la communauté. Les premiers bâtiments ont été conçus dans le style Arts et Crafts, mettant l'accent sur la modestie et l'artisanat plutôt que sur la grandeur. Au fil du temps, la ville a attiré des penseurs progressistes, des artistes et des réformateurs, et elle est devenue un modèle pour les communautés planifiées ultérieures tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger. Vu d'en haut, vous pouvez voir le motif des routes rayonnantes, les boulevards centraux et les ceintures vertes environnantes. Ils restent distincts. Bien que les villes-jardins ultérieures ayant affiné le modèle Letchworth a établi le précédent pour combiner planification urbaine et réforme sociale d'une manière qui a influencé d'innombrables développements dans le monde. Son héritage réside dans la preuve que la planification géométrique réfléchie pouvait créer des environnements urbains plus sains et plus humains. Numéro 3. Mandalay. Mandalay, situé au centre du Myanmar ou Birmanie, est un exemple rare d'une ville d'Asie du Sud-Est avec un agencement géométrique strict qui a duré plus d'un siècle. Établi en 1857 par le roi Mindun comme la dernière capitale royale de la monarchie birmane Mandalay, a été conçu autour du palais de Mandalay qui occupe un immense carré au centre de la ville. Le complexe du palais s'étend à près de 2 km de chaque côté, entouré de hauts murs et d'un large fossé. Le plan global reflète la cosmologie birmane traditionnelle combinée à des considérations militaires pratiques. Le palais au cœur de la ville était aligné avec les directions cardinales nord, sud et ouest et divisé en cadrans reflétant la conception bouddhiste de l'univers. Les rues rayonnent à partir du palais et forment une grille de lignes droites garantissant que chaque partie de la ville est orientée vers le complexe royal. La grille de la ville s'étend vers l'extérieur, entrecoupée de routes principales qui continuent de respecter l'alignement cardinal et, contrairement à de nombreuses capitales d'Asie du Sud-Est qui ont évolué de manière organique, l'agencement ici à Mandalay a été méticuleusement planifié depuis sa fondation. Le design de la ville incorporait des éléments religieux et culturels. De nombreuses pagodes, monastères et sanctuaires étaient positionnés le long de la grille dans des alignements délibérés. Plus célèbre encore, la pagode Kutada, connue pour abriter le plus grand livre du monde, 729 dalles de marbre gravées de textes bouddhistes. Ces structures renforçaient
le rôle de Mandalay en tant que centre spirituel ainsi que politique. Bien que Mandalay ait subi des dommages pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris la destruction presque totale du palais original, le cadre géométrique de la ville a survécu. Mandalay moderne s'est étendu bien au-delà des frontières originales, mais l'alignement strict du noyau historique reste visible d'en haut sur les cartes urbaines. Aujourd'hui, ce plan géométrique est à la fois un artefact historique et une forme urbaine vivante. Le complexe du palais sert de principale attraction culturelle et la grille facilite les schémas de circulation modernes. La combinaison de symbolisme cosmologique, de fonctions défensives et d'ordre urbain rend Mandalay unique parmi les villes planifiées de la région. Numéro 2. Neuf-Brisach. Neuf-Brisach, situé dans la région d'Alsace en France près du Rhin, est l'un des exemples les plus remarquables d'une ville fortifiée parfaitement géométrique en Europe. Construite entre 1698 et 1707 sous la direction de Sébastien le Prestre de Vauban, l'ingénieur militaire en chef du roi Louis XIV Neuf-Brisach incarne l'aboutissement de siècles d'expérimentation dans la conception de forteresses. Même aujourd'hui, lorsqu'on la regarde d'en haut, la précision du plan reste impressionnante, faisant d'elle l'un des exemples les plus clairs des idéaux modernes de symétrie d'ordre et de fonction appliqués à l'échelle d'une ville. Les origines de Neuf-Brisach peuvent être retracées au contexte géopolitique tumultueux de la fin du XVIIe siècle en Europe. Cette région d'Alsace, se situant entre les mondes culturels français et allemands, était un champ de bataille fréquent entre la France et le Saint-Empire romain. En 1797, le traité de Ryswick mit fin à la guerre de 9 ans, mais força la France à rendre plusieurs territoires à l'Empire romain. Cette perte laissa un vide critique dans les défenses frontalières de la France, et le roi Louis XIV ordonna immédiatement la construction d'une nouvelle forteresse sur la rive ouest du Rhin pour la remplacer. Le design était assez extraordinaire dans son ambition. L'ensemble de la ville était agencé en un octogone parfait, chaque côté mesurant environ 500 mètres. Entourant ce noyau se trouve un complexe de réseaux de défense disposés en couches concentriques bastions, ravelins, tenailles, contre-gardes et hornworks, tous interconnectés par des passages couverts et des fossés. Cette configuration illustre ce qui est devenu connu sous le nom de style de forteresse étoilée ou très italien, mais poussé à son expression la plus raffinée. Chaque angle, parapet et fossé a été calculé pour maximiser le potentiel défensif. La ville était conçue pour environ 6000 personnes, y compris la population civile et la garnison militaire. Les résidences, les casernes, les ateliers et les bâtiments administratifs étaient soigneusement zonés au sein de la grille. Les casernes étaient emplacées près des murs pour un déploiement rapide, tandis que le logement civil occupait les zones centrales autour de la place principale. Le design permettait une expansion rapide si nécessaire. La nature modulaire de la grille facilitait l'ajout de blocs supplémentaires sans perturber la symétrie globale. Le projet impliquait une ingénierie hydraulique considérable car le site près du Rhin était sujet aux inondations. Des canaux et des systèmes de drainage ont été construits pour gérer le flux d'eau tant à des fins défensives en inondant les fossés pendant les sièges que pour maintenir l'habitabilité en temps de paix. Mais au-delà de son rôle militaire, elle fonctionnait comme une communauté vivante. Les familles de soldats artisans, marchands et agriculteurs trouvaient en semaine tous une place à l'intérieur des murs. La grille ordonnée et l'architecture uniforme donnant à la ville un caractère distinct, à la fois austère et harmonieux. Au fil du temps, la communauté a développé ses propres traditions et son identité façonnée par l'environnement unique de vivre à l'intérieur d'une forteresse géométrique. En 2008, Neuf-Brisach, avec 11 autres fortifications de Vauban à travers la France, a été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO sous la liste collective des fortifications de Vauban. Cette reconnaissance montre non seulement l'importance historique de la ville, mais aussi son état exceptionnel de préservation. La ville continue de fonctionner comme une petite communauté d'environ 2000 personnes, mais son statut patrimonial en a également fait un site de tourisme croissant, attirant des visiteurs intéressés par l'histoire militaire et l'architecture. En examinant Neuf-Brisach aujourd'hui, on ne peut s'empêcher d'être frappé par le contraste entre son objectif original et sa réalité actuelle. Ce qui était autrefois une installation militaire de pointe est désormais une ville tranquille, dont les plus grandes batailles sont avec les forces de préservation et de gestion du tourisme. Pourtant, cette transformation souligne seulement la résilience du design de Vauban.
en créant un endroit qui n'était pas simplement une forteresse mais aussi une communauté fonctionnelle. Il a assuré qu'elle perdurerait même après que sa pertinence militaire ait diminué. Peu d'autres villes capturent aussi complètement les ambitions de leurs créateurs ou les préservent aussi fidèlement à travers les siècles. Dans le contour en étoile de l'endroit, on peut encore lire les aspirations de la France de Louis XIV, le pouvoir projeté à travers l'ordre, la sécurité obtenue par la précision et une vision de civilisation littéralement inscrite dans le paysage. Numéro 1. Auroville. Auroville, située près de Pondichéry dans le sud de l'Inde, est l'une des villes les plus inhabituelles au monde. Fondée en 1968, elle a été conçue comme une ville expérimentale dédiée à l'unité humaine et à la coopération internationale. Le plan a été conçu par l'architecte français Roger Anger, et il était notable pour son agencement radial inspiré des galaxies, avec un noyau central entouré de zones concentriques distinctes qui s'étendent vers l'extérieur comme des bras en spirale. Le concept du plan est né de Mira Alfassa, connue sous le nom de la Mère, qui était la collaboratrice spirituelle du philosophe indien Sri Aurobindo. Elle a imaginé un endroit où des personnes de toute nationalité pourraient en vivre ensemble en harmonie au-delà des divisions politiques, religieuses et économiques. Le plan physique de la ville reflétait cet idéal utopique. Au centre se trouve le Matrimandir, une salle de méditation sphérique revêtue de disques dorés entourée de jardins ouverts connus sous le nom de zone de paix. À partir de ce point central, 4 zones radiales résidentielles industrielles, culturelles et internationales s'étendent vers l'extérieur dans un motif soigneusement organisé. La zone résidentielle est subdivisée en groupes de maisons et de petites communautés reliées par des chemins bordés d'arbres plutôt que par de grandes routes. La zone industrielle se concentre sur des industries durables et la production artisanale disposée dans une grille compacte pour minimiser l'utilisation des terres. La zone culturelle contient des institutions éducatives et de recherche organisées autour de cours ouvertes et de jardins, tandis que la zone internationale accueille des pavillons représentant différentes nations disposés radialement autour d'un parc central pour symboliser l'unité. Au-delà de ces zones se trouve une ceinture verte, un anneau de forêts et de fermes qui protège la ville de l'empiètement urbain et fournit des ressources telles que la nourriture, la gestion de l'eau et l'énergie renouvelable. Au fil du temps, elle a évolué vers une communauté d'environ 3000 résidents provenant de plus de 50 pays, ce qui en fait l'un des établissements les plus culturellement diversifiés de sa taille au monde. Vu d'en haut, le design d'Auroville est indiscutable. La sphère dorée du Matrimandir domine le centre entouré d'un agencement circulaire de zones qui rayonnent vers l'extérieur. Ces routes radiales et ceintures vertes concentriques apparaissent comme des couches délibérées, formant l'une des communautés planifiées les plus reconnaissables. Aujourd'hui, elles continuent de fonctionner à la fois comme une expérience vivante et une étude en design urbain. Bien que tous les aspects du plan directeur original d'Anger n'aient pas été pleinement réalisés, le cadre géométrique clé reste intact. C'est à la fois une manifestation physique et symbolique de l'idée que les espaces urbains peuvent être conçus pour favoriser l'harmonie non seulement entre les résidents, mais aussi entre l'humanité et le monde naturel.